Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois, on va direction de la Floride. On va parler, en parenthèse, c'est la baby mom, donc la mère du premier enfant du rappeur Kodak Black qu'on va parler. Kodak Black, on parle de lui parce que c'est la mère de son enfant, donc il est relié, il est comme connecté malheureusement, ce qu'il veut qu'il ne veut pas à cette femme-là. Donc, la mère de l'enfant de Kodak Black réclame sa libération de prison parce qu'elle est séropositive au VIH. Mais est-ce que cela suffit légalement pour sortir quelqu'un de prison? Oui, c'est vraiment de ce dossier-là qu'on parle, guys. Cette affaire fait énormément réagir actuellement dans le Congo, ça, dans les talks qui se fait aux États-Unis, on parle beaucoup de ça. En tant que tel, oui. Et puis, il y a même les dossiers, c'est triste, là, parce que ses avocats ont fait une lettre pour demander sa libération à cause de sa condition médicale et ils ont exposé la lettre. Habituellement, ton état doit être privé, mais bref. En effet, donc c'est la mère de l'un des enfants de Kodak Black. Il a beaucoup d'enfants. Vous savez, ces rappeurs-là, eux autres, ils ont compris le concept peupler la terre avec tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est la première, comment dirais-je, ça, c'est la première mère. La mère de son premier enfant, et puis quand il a eu cet enfant-là avec elle, il était très jeune, il était adolescent encore. OK? Donc, techniquement, il n'est plus nécessairement dans sa vie. Il n'est plus nécessairement dans sa vie, on va dire. Mais par contre, ils ont un enfant ensemble. Donc, est-ce qu'il n'est plus dans sa vie? Il n'a pas le choix d'être en contact de ce qu'elle fait. C'est la mère de son enfant. Donc, en effet, la mère de l'un des enfants de Kodak Black est actuellement derrière les barreaux et demande aujourd'hui à être libérée en invoquant un problème de santé majeur. Elle est séropositive au VIH et affirme ne pas recevoir les soins médicaux adéquats pendant sa détention. Mais cette demande soulève plusieurs questions. Est-ce qu'une maladie chronique peut justifier une remise en liberté? Les prisons américaines sont-elles obligées de fournir les traitements médicaux et surtout, quel est le rôle de Kodak Black dans cette histoire? Et dans cette vidéo, on va regarder un petit peu tous les détails sur tout ça. Donc, on s'installe. Bienvenue chez La Doua. On met des likes, on booste la vidéo. Guys, on met les cœurs, OK? Les cœurs mauves. Et on y va sans perdre de temps. La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about everything. La Doua. Jamia Katera Bromfield est âgée de 28 ans, a été arrêtée en avril 2026, donc c'est tout récent, à Fort Lauderdale, en Floride. Selon les documents judiciaires et les médias locaux, elle fait face à plusieurs accusations. Donc, le premier, c'est trafic présumé de médicaments pharmaceutiques, on va dire comme ça, conduite avec un permis suspendu ou révoqué, donc ça aussi, c'est une peine. En plus de ça, résistance à un agent sans violence. Et en plus de ça, violation présumée de probation. Donc, ça veut dire qu'elle, on sait elle était sous probation. Ça veut dire qu'elle avait déjà des problèmes avec la justice. Donc, elle est déjà connue de la justice. Les autorités affirment qu'elle aurait tenté de fuir les policiers avant d'être arrêtée. En plus de ces accusations, elle demeurerait détenue en raison d'un autre mandat provenant d'un comté de Palm Beach. Donc, ça veut dire que c'est une récidive, on le comprend. Donc, c'est pas comme un accident, malheureusement, elle est tombée en prison comme ça, parce qu'elle a glissé, puis il y avait un papier à terre, elle a glissé, puis elle s'est fait mal, oups, et puis elle est tombée en prison. Donc, c'était récidive. Donc, dans les actions qu'elle faisait, elle savait qu'elle était à risque, que si elle se faisait prendre, elle risquait d'entrer en dedans. Il est important de préciser qu'à ce stade, ces accusations sont toujours devant les tribunaux et qu'elles bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à un éventuel jugement. Maintenant, elle, c'est là que ça a été exposé, c'est là le tour qui fait le tour des actualités. Elle fait sa demande de libération.
Depuis quelques jours, son équipe juridique demande une libération supervisée. On rappelle qu'elle était déjà sur surveillance parce qu'elle avait déjà fait quelque chose, donc elle était déjà sur surveillance. Et suite à ça, elle n'a pas respecté ses conditions et on la remet en prison. Et là, on lui demande, mais pourquoi on va te faire confiance de te laisser libre en pensant que tu ne vas pas fuir le pays. Et là, elle affirme qu'elle est séropositive au VIH. Selon la requête déposée devant le tribunal, elle soutient que les soins médicaux nécessaires à son état ne lui seraient pas fournis de manière adéquate en détention. Une lettre provenant d'un coordonnateur de soins aurait même été remise au juge afin d'appuyer cette demande. Autrement dit, l'argument principal n'est pas simplement qu'elle est atteinte du VIH. Son argument est plutôt que son état de santé nécessiterait un meilleur accès au traitement qu'elle affirme ne pas recevoir correctement. Et c'est une nuance importante. Maintenant, on regarde le cas parce que c'est quand même le nom de Kodak Black ressort parce qu'il est lié à elle, parce que c'est le père de son enfant. Et puis là, beaucoup de personnes remettent Kodak Black, remettent en tant que tel même l'état de santé de Kodak Black, c'est dommage, et en disant, Kodak Black est-il responsable? Beaucoup de personnes mélangent les deux histoires. Soyons clairs. Kodak Black n'est pas accusé dans cette affaire. Il ne fait pas face aux accusations visant Jamia. Les gestes reprochés concernent uniquement cette dernière. En revanche, Kodak demeure le père de leur enfant et c'est le lien qu'il a. Et on n'oublie pas que Kodak Black, c'est lui la star. Donc, le titre tout seul, sans Kodak Black, ça ne serait pas fait l'actualité. Donc, le monde s'en foutrait d'elle. C'est comme une femme qui a fait des mauvaises choses, qui se retrouve en prison, là, qui fait des demandes farfelues. Ça aurait été comme ça. Mais le fait que c'est la mère de l'enfant de Kodak Black, qui est un rappeur connu, c'est là que ça fait, c'est pour ça le buzz, l'effet du buzz. Après son arrestation, par contre, on a Kodak Black, il a publié sur Instagram des captures d'écran montrant qu'il lui avait transféré environ 45 000 $, voulant démontrer qu'il assumait financièrement ses responsabilités envers son enfant et qu'il ne l'avait pas abandonné. Donc, en tant que tel, on laisse comprendre que Kodak Black est présent dans la vie de l'enfant tant qu'il essaie de dépanner la mère toxique qu'il a eue. C'est pour ça, faites attention à qui vous faites des enfants parce que ça a l'air de rien, mais pour le reste de votre vie, vous êtes relié à cette personne-là. On peut débattre de Kodak Black sur plusieurs sujets, mais dans cette affaire précise, rien n'indique qu'il soit responsable des accusations déposées contre la mère de son enfant. Donc, c'est pour ça que c'est important de séparer les responsabilités de chacun. Et aussi, on retourne sur le dossier de Jamia, la baby mom. Une histoire qui, ça ne commence pas depuis 2026. Elle a été arrêtée cette fois-ci en avril 2026, ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais cette arrestation n'arrive pas dans le vide. Des dossiers judiciaires montrent qu'elle avait déjà eu des démêlés avec la justice auparavant, notamment en 2022, dans une affaire liée à la possession présumée d'oxycodone, médicaments, des traitements de médicaments, là, des substances. Évidemment, chaque dossier est distinct. Mais lorsque plusieurs dossiers judiciaires existent, cela peut influencer certaines décisions concernant la détention provisoire ou les conditions de remise en liberté. C'est-à-dire que on t'avait remis en liberté en 2022-2026, ça fait pas si longtemps que ça, ok? 2022-2026, ça fait 4 ans, un écart de 4 ans. Donc déjà, quand tu étais là, il y a une façon que tu dois te comporter pour éviter de te refaire prendre. On te surveille. Les agents de probation te surveillent, s'assurer que tu ne refais pas ce que tu faisais. Et devinez quoi? Elle a refait encore pire que ce qu'elle faisait. Et là, ça nous amène dans un autre sujet. Les prisons américaines doivent-elles traiter les détenus? C'est probablement la partie la plus intéressante de cette histoire. Contrairement à ce que plusieurs pensent, les prisons américaines ont l'obligation constitutionnelle de fournir des soins médicaux aux détenus. Depuis plusieurs décennies, la jurisprudence américaine considère qu'un établissement carcéral ne peut pas volontairement ignorer les besoins médicaux sérieux d'un prisonnier. Donc, tous les prisonniers ont le droit d'être pris en charge. Ce n'est pas qu'ils ont le droit, doivent être pris en charge. C'est une obligation. Cela comprend notamment que le prisonnier
il ait le diabète, qu'il ait le cancer, qu'il a besoin des traitements psychiatriques et aussi les traitements contre le VIH. Il doit être pris en charge de ce côté-ci. En théorie donc, une personne vivant avec le VIH doit pouvoir continuer son traitement pendant son incarcération. Cependant, comme dans plusieurs systèmes carcéraux, certains détenus soutiennent parfois qu'ils rencontrent des retards, des problèmes administratifs, ont un accès insuffisant aux soins. Ces allégations doivent ensuite être examinées par les tribunaux. Et là, l'autre question qu'on se dit, le VIH donne-t-il automatiquement droit à une libération? La réponse est non. Être atteint du VIH ne signifie pas automatiquement qu'une personne doit être remise en liberté. Les juges évaluent plusieurs facteurs. Par exemple, la gravité des accusations, le risque de fuite, le risque pour la sécurité publique, les antécédents judiciaires et la capacité réelle de la prison à fournir les traitements nécessaires. Autrement dit, la question n'est pas seulement « elle est séropositive ». La vraie question est « est-ce que la prison peut répondre adéquatement à ses besoins médicaux ?» Elle dit que non, mais eux autres, si la prison, ils regardent, ils disent non, on a des suivis, on reçoit les médicaments, on a des docteurs, parce que dans la prison, ils ont des docteurs, il y a des infirmiers, il y a des gens, il y a un hôpital dans la prison. Donc, s'ils disent que non, on est équipé pour faire le suivi de chacun de nos détenus, ben pourquoi toi, tu n'as pas le droit à ça? Tu fais partie des détenus. Si tu es en prison, c'est que tu n'as pas été capable de te comporter dans la société. Et là, maintenant, c'est important de comprendre que pour cette décision-là, s'il décide de sa libération, ça va être très délicat. Cette affaire pourrait avoir des répercussions beaucoup plus larges, il faut en parler. Si un tribunal décidait qu'un détenu devait être libéré uniquement en raison de son statut VIH positif, cela pourrait amener d'autres personnes incarcérées souffrant de maladies chroniques à présenter des demandes semblables. T'imagines quelqu'un qui aurait fait des femmes, qui aurait des enfants, ou peu importe, mais il souffre d'une maladie chronique. Il décide de aussi réclamer sa libération pour se faire soigner. C'est dangereux pour nous, pour la population. Parce que si tu autorises elle à sortir pour son état, pour se faire soigner, mais tu dois autoriser pour les autres. Et c'est ça le piège. C'est pourquoi les tribunaux examinent généralement ces situations au cas par cas, en fonction des preuves médicales, des risques et des circonstances propres à chaque dossier. Il ne s'agit pas simplement du diagnostic, mais de l'ensemble de la situation. Cette affaire dépasse largement le simple monde du rap, comme vous avez pu le constater. Elle pose une véritable question sur les droits des détenus, l'accès aux soins de santé en prison et l'équilibre entre la protection de la santé d'une personne et les impératifs de la justice. Pour l'instant, Jamia Katerra Bromfield demeure présumée innocente tant que son procès n'a pas eu lieu. Sa demande de libération devra être évaluée par le tribunal à la lumière des preuves médicales, des accusations portées contre elle et de la capacité du système carcéral à lui fournir les soins requis. Quant à Kodak Black dans tout ça, il reste le père de leur enfant. Les informations publiques indiquent qu'il a cherché à montrer qu'il continue d'assumer un soutien financier envers son enfant, mais cette affaire judiciaire concerne les accusations visant la mère, le comportement de la mère et les risques de la mère de récidive. Parce qu'elle a déjà été récidive dans le passé. Et non le rappeur lui-même. Maintenant, c'est à vous. Dans les commentaires, pensez-vous qu'un problème de santé grave comme le VIH devrait justifier une libération lorsqu'une personne affirme ne pas recevoir les traitements nécessaires en prison? Ou estimez-vous que la priorité devrait être d'assurer ces soins à l'intérieur de l'établissement plutôt que d'accorder une remise en liberté? En commentaire, laissez-moi savoir vous en pensez quoi. Et c'est sûr que, finalement, ce dossier-là, ça touche Kodak Black parce que c'est la mère de son enfant. Mais en vrai, de vrai, ça le touche pas du tout. Mais ça le touche quand même parce que maintenant, si on déciderait de la mettre en liberté pour qu'elle puisse se soigner, dépendant qu'ils vont regarder l'état de sa santé, est-ce qu'elle va confirmer que sa santé s'est détériorée ou pas? Il y a aussi le facteur qu'elle a accès à de l'argent. Et puis ça peut jouer contre elle. Parce que Kodak Black, il a de l'argent. En plus, lui,
est-ce que ça va l'aider elle finalement? Parce qu'il a quand même montré sur ses réseaux sociaux qu'il a fait des virements de 45 000 $. Donc, ça veut dire que... Et on voit qu'elle a des antécédents de récidive. En 2022, elle avait eu des problèmes. Donc, on regarde 2022, il y a 4 ans de ça, elle a 28 ans, elle avait 24 ans. Là, maintenant, 4 ans plus tard, elle se retrouve encore dans l'histoire et puis peut-être son état est devenu encore pire. Parce que peut-être en 2022, elle n'avait pas cet état de santé. Donc, ça veut dire que en sortant de prison, en étant sur contrôle, parce que quand tu sors de prison, en étant détenu, t'es ex-détenu, t'es contrôlé pour s'assurer que t'as pas de récidive dans la société, que tu t'adaptes à la société. Et elle est retournée avec des actions encore pires. Et donc, c'est le risque, quand tu fais face à quelqu'un qui a déjà des récidives, le risque que la personne fuit ou la personne ne suit pas les règles est plus énorme. Et là, maintenant, sa santé s'est détériorée en plus. Il y a encore plus de risques. C'est pour ça qu'il y a les actions et les conséquences. Par contre, oui, et peut-être il faudrait faire des enquêtes, des études pour savoir vraiment, dans les prisons, comment ça marche. Est-ce qu'il y a vraiment un système de contrôle dans les prisons pour les gens, peut-être que même qui ont le diabète aussi, ou ce qu'ils doivent à chaque jour prendre leur insuline. Bref. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Laissez-moi savoir quels sont. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.